Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 6 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous vous ferons un bilan d'étape en ce qui concerne le chantier d'urbanisation en mer. Nous reviendrons sur le concours de langue monégasque avec les oraux qui se déroulent cette semaine. Le CHPG vient d'organiser sa traditionnelle journée dédiée au développement durable. Un jury littéraire composé d'élèves de la Principauté s'est réuni ce mercredi pour rencontrer les auteurs du coup de cœur des lycéens. Et enfin, votre Focus Info sera consacré aujourd'hui à Dali, qui sera au cœur de la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum. Et on débute ce journal en allant du côté du Larvoto. Vous le savez, un nouveau quartier est en train de voir le jour avec une extension en mer. Le bilan d'étape dans ce reportage. Ce sont les premières images terrestres filmées par une télévision, l'urbanisation en mer ou la création d'un nouveau quartier en Principauté. 6 hectares sont en train progressivement de grappiller un peu plus d'espace sur la Méditerranée. Et cela n'est pas aussi simple qu'un jeu de Lego ou de Capla. Le projet d'urbanisation en mer est d'envergure, que ce soit des grutiers, des plongeurs, des marins, des coffreurs, ferrailleurs, terrassiers et autres. En termes d'activité, ce sont environ 300 à 350 personnes qui travailleront sur site sur l'ensemble de cette année 2019. Les travaux ont débuté à Monaco en 2016, la fabrication du premier caisson en 2017, son arrivée à Monaco en 2018, à savoir qu'en fin 2019, la ceinture de protection composée de 18 caissons devrait être achevée et permettre ainsi le début des travaux de la phase d'aménagement. De tels travaux pour les non-initiés peuvent paraître complexes. Petit schéma expliqué. On a donc commencé à poser la ceinture. Ici, vous avez vu qu'on a fait un saut en fait, parce qu'on avait une nécessité, c'était de laisser un passage pour les navires. Et on a recommencé à poser les caissons de ce côté-là. Et là, donc, en fait, ça, c'est la ceinture. Et ici, une fois que la ceinture est faite, c'est le terre-plein après. On va boucher toute cette partie. Exactement. D'un côté, là, vous voyez qu'après les caissons, on a fait la clôture, ce qu'on appelle une digue de clôture. On est allé jusqu'au rivage ici pour fermer. De la même façon, de ce côté-là, on va aller jusqu'au rivage avec un remblai pour finir entre le dernier caisson et le rivage, pour finir de ceinturer, si vous voulez. Et une fois que c'est fait, on met les 3 derniers caissons. Toute l'assise a été préparée. Et on vient avec des dragues remplir avec du matériau qu'on aura été chercher en Italie. Et donc après, ça donne ce plan-là. Et après, ça donne effectivement tout un terre-plein sur lequel on va pouvoir travailler pour nous faire toutes les améliorations nécessaires, puisqu'on est quand même dans une zone géotechnique compliquée, et puis nos partenaires venir commencer à faire les fondations des bâtiments. Les prochaines dates à retenir, fin 2020, l'achèvement de l'infrastructure maritime et le début des superstructures, autrement dit la construction des immeubles. En 2022, la livraison des premiers bâtiments. 2024, la livraison du port d'animation et de l'extension du Grimaldi Forum. Et 2025, la fin des travaux. Une urbanisation en mer qui verra un pays s'agrandir de 3% environ. La Principauté ne fera donc plus 2,2 km², mais 2,8 km². Alors que des épreuves du baccalauréat ont débuté pour certains, parlons d'un autre concours, celui de langue monégasque. Les épreuves orales ont lieu depuis lundi à la mairie. Une équipe de Monaco Info a assisté aux oraux des élèves de seconde. Reportage. Une dernière relecture, une ultime vérification dans son cahier de cours avant le grand oral. Depuis lundi, les épreuves orales du concours de langue monégasque ont débuté à la mairie de Monaco. Un défilé d'élèves de CM2, de collégiens et de lycéens, environ 70, qui ont réussi haut la main le test écrit il y a un mois. Je ne prends pas trop, à vrai dire, je suis assez sereine. En fait, j'ai envie de finir rapidement, en fait, de passer et c'est bon. Enfin, j'ai un peu révisé, mais ça va aller. Normalement, si j'ai passé l'écrit, l'oral, ça devrait bien se passer. Un à un, les élèves se sont mesurés au jury composé de membres du Comité national des traditions monégasques. Un entretien d'une quinzaine de minutes pour évaluer leurs acquis. Il y a tout d'abord la lecture d'un texte inconnu, ce qui nous permet de juger la capacité de l'élève à affronter ce texte inconnu, justement. Ensuite, il y a une partie traduction. Et puis, il y a des questions. Alors, des questions de compréhension globale ou bien des questions de compréhension plus précises. Et ensuite, pour tchatcharer un peu avec les élèves, des questions sur les éléments du programme. Et une fois l'examen passé, c'est le soulagement. Une fois qu'on a fini, on est content, on est fier, mais il y a des petits moments où évidemment on n'a pas tout compris et on a un petit peu mal répondu, mais bon, c'est passé, il y a quand même des bonnes choses, donc j'espère pas le meilleur non plus, mais ça va, ça a été. Très franchement, j'ai eu très peur quand je suis arrivée, mais ça va. Ils nous mettaient très à l'aise, donc
franchement, je pense que ça s'est bien passé. Toi, tu parles monégasque dans ta famille. C'est important pour toi de garder ces valeurs et cette tradition? Oui, c'est très important pour moi et pour ma famille. C'est quelque chose, c'est un héritage, c'est quelque chose de fondamental, surtout quand on habite à Monaco et qu'on est monégasque. Voilà, c'est très important. Plus qu'un simple test, ce concours perpétue cette tradition créée en 1981, entretenir ce patrimoine qu'est la langue monégasque. Plus de 1000 élèves, vous le savez, ont participé. Plus de 80, autour de 80 seront récompensés. Donc on voit vraiment que c'est une langue vivante. Et en mairie, bien entendu, on soutient complètement cette opération. Et on est heureux et fiers de ces jeunes. Parce que c'est vraiment à eux que le mérite revient, avec bien entendu les professeurs qui les encadrent tout au long de l'année. Et un des professeurs de monégasque nous a discrètement glissé ces mots du prince Régnier III en 1982 et qui illustrent parfaitement ce concours. Laisser mourir une langue, c'est ternir à jamais l'âme d'un peuple, c'est renoncer pour toujours à l'un des legs les plus précieux de son passé. Une déclaration qui devrait encourager les jeunes élèves à cultiver cet héritage. Et à l'occasion de cette journée de sensibilisation au développement durable organisée par le CHPG, la mission pour la transition énergétique avait également un stand. Isabelle Curobloc revient sur l'importance d'être présent sur le terrain pour rencontrer le public et répondre aux questions. On l'écoute. On a réalisé très vite qu'il n'y a rien de tel que de rencontrer les gens en personne pour les sensibiliser à la transition énergétique, répondre à leurs questions, encore plus et en complémentarité des médias, etc. Donc c'est très important pour nous d'être là. Les gens sont curieux, ils regardent, ils lisent, ils voient leurs collègues discuter avec nous. Parfois ils sont contents aussi, ils avaient justement des questions sur les déchets, la mobilité, l'énergie. Donc oui, ils sont assez contents de venir nous voir. Alors là, au niveau de la catégorie institutions, entreprises, associations, on en est un peu plus de 80 adhérents qui représentent plus d'un quart de l'effectif total monégasque. Donc c'est super de les avoir comme relais de sensibilisation de leurs équipes. Et au niveau des particuliers, on en est à plus de 700. Donc que ce soit les résidents de Monaco, les salariés, les étudiants. Un jury littéraire composé d'élèves de la Principauté s'est réuni ce mercredi pour rencontrer les auteurs du coup de cœur des lycéens, une manifestation organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Les explications de Christine Datomel. Ils étaient au départ au nombre de 9 romans en lice pour se disputer le titre de coup de cœur des lycéens. Le jury littéraire, composé d'une vingtaine d'élèves au final, tous issus de différents établissements scolaires de la Principauté, a départagé les 5 romans finalistes. Un choix important et réfléchi car les écrits abordaient des sujets graves tels que la séparation, la mort, la violence ou encore la guerre. Les élèves ont pu rencontrer hier les écrivains comme Aurélie Razimbo, l'auteur de Une vie de pierre chaude, des instants privilégiés autant pour les auteurs que pour les élèves. Rencontrer ces auteurs qui ont écrit des œuvres qui vont être primées et dont on suit leur histoire est vraiment, on va dire, une rencontre importante et spéciale parce qu'on voit leur histoire, on voit ce qui leur a inspiré cette histoire et comment en fait, les mécanismes pour écrire leurs livres, ce qui peut être une inspiration pour nous peut-être pour plus tard. L'inspiration pour ce roman, elle est partie d'une conversation avec mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie mais qui n'a jamais réussi à m'en parler. Donc j'ai appris assez tardivement qu'il avait fait cette guerre et ça m'a choquée sur le moment. Et je me suis dit, mais bon sang, pourquoi il m'en a jamais parlé? Donc en me documentant sur le sujet, je me suis rendu compte que ce silence, c'était symptomatique des appelés de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on les avait envoyés très jeunes, à 20 ans, se battre sans leur dire ce qu'allait les attendre. Et ils ont vécu l'enfer. Et quand ils sont rentrés, personne n'était là pour parler avec eux. Donc écrire un roman sur le silence, je trouvais que c'était un challenge que j'avais envie de relever. Autre roman en lice, L'Atelier de Sarah Manine, Chaos de Hector Matisse, Frères d'âme de David Dopp et Les poteaux étaient carrés de Laurent Seyer. Réunis par petits groupes, les élèves ont pu échanger sur leurs ressentis avec les écrivains. L'absence du père, en l'occurrence, c'est un thème qui me touchait parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. Pas de la même manière que mon personnage, Nicolas, qui lui donc traverse le divorce de ses parents. Moi, j'ai pas connu mon père, donc c'était des circonstances différentes, mais c'était ce sentiment-là que j'avais envie de traduire, de retranscrire dans cette histoire. Chaque année, le coup de cœur des lycéens est décerné à l'automne à Monaco lors de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation. Le coup de cœur des lycéens sera donc remis en présence de la princesse Caroline le 15 octobre prochain
à la salle Garnier. Un appel à la mobilisation générale a été lancé par l'Union des syndicats de Monaco. Les manifestants se sont donné rendez-vous ce jeudi en début d'après-midi. Ils sont partis de 4 lieux différents, du CHPG, du Stade Louis II, de l'église Saint-Charles et de la place d'Armes. Ils se sont ensuite tous réunis. Je vous propose d'écouter un des responsables syndicaux au micro d'Alexandra Pani. Les revendications aujourd'hui, c'est principalement le salaire, mais surtout aussi pour beaucoup de syndicats, le maintien aux caisses sociales à la retraite. C'est très important. Il y a aussi la fonction publique. Donc nous, c'est pour les prestations médicales de l'État, la caisse de compensation pour le privé. Donc on est là aussi pour ça aujourd'hui et aussi pour un salaire minimum, un SMIM, à 2250 €. C'est au moins le minimum pour pouvoir vivre à Monaco. Je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas, par rapport à la manifestation de cet hiver, on est beaucoup plus. Donc peut-être, en espérant qu'on soit à peu près 1200, 1300 personnes. C'est un beau mouvement aujourd'hui, je trouve, parce que ce rassemblement ici sur la place d'Armes, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, et donc c'est vraiment symbolique, je trouve, et c'est vraiment un beau mouvement. Je vais vous donner quelques syndicats. Il y a l'hôpital, bien sûr, la fonction publique, le syndicat des jardins, voiries, égouts, il y a Monaco Télécom, ICOL, il y a toute l'industrie, les chimies plastiques, les hôtels, cafés, restaurants, les retraités, bien sûr, sans oublier les retraités, qui sont concernés aussi par le maintien aux caisses sociales, le rapatriement. Et voilà, donc c'est vraiment un beau mouvement aujourd'hui. On passe au reste de l'actualité, en bref et en images. Le directeur de l'Institut monégasque de médecine du sport, l'IM2S, a signé le 5 juin la charte d'engagement du pacte national pour la transition énergétique. L'événement s'est déroulé en présence de Marie-Pierre Gramalia, Didier Gamerdinger, Valérie Viora-Puyot, Annabelle Gégeur-Sédou et de Céline Caron. Autre information liée à l'avenir de la planète, sachez que dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, dédiée cette année à la pollution de l'air, Marie-Pierre Gramalia et Didier Gamerdinger ont signé conjointement, au nom du gouvernement princier, la lettre d'adhésion au réseau Breath Life de l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, le ministre d'État Serge Tel recevait Alissa Binoun, ambassadeur d'Israël en France et à Monaco, et ce depuis 2015. La Russie était à l'honneur à l'occasion de sa fête nationale, fête qui a été célébrée, vous le voyez, au Yacht Club de Monaco, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en France et à Monaco et du consul général honoraire de la Fédération de Russie en principauté. Du sport pour terminer ces informations en bref. Ce week-end aura lieu le Mare Nostrum et comme chaque année, vous pourrez suivre l'événement et tous les temps forts qui le rythment en direct sur Monaco Info samedi et dimanche dès 17 h. Commentaire assuré par Frédéric Elion et Olivier Nicolas. Le Grimaldi Forum propose cet été Dali, une histoire de la peinture. Cette exposition ouvrira ses portes le 6 juillet. Une équipe de Monaco Info s'est rendue en Catalogne, au cœur de ce que l'on appelle le triangle dalinien. C'est votre Focus Info et il est signé Sandrine Nègre, Serge Prémont et Véronique Rodriguez. Voyage dans ce Focus Info au cœur du triangle dalinien, figure géométrique qui apparaît sur la carte de la Catalogne au nord-est de l'Espagne lorsque l'on relie 3 lieux liés à Salvador Dalí, Figueres en catalan, Figueras en espagnol, Portlicat et Púbol, car Dalí est à l'honneur au Grimaldi Forum cet été. Le centre de congrès et de culture poursuit ainsi ses grandes monographies d'artistes après Warhol, Picasso ou encore Bacon. Avant donc de découvrir Dalí, une histoire de la peinture, découverte des lieux associés à l'artiste. Et notre parcours débute ici, à Figueres. Dalí est un artiste mondialement connu lorsqu'on lui demande d'offrir une œuvre à la ville. L'artiste répondra alors « Dalí ne va pas donner un tableau, mais bien plus, tout un musée ». Un ancien théâtre du 19e siècle qui se visite. Ce théâtre-musée, un lieu surréaliste bien sûr. Dalí voulait provoquer notre imagination. Il voulait créer un peu de confusion. Il disait que les spectateurs finissaient l'œuvre d'art et il ne voulait pas beaucoup d'indications. Il n'y a pas d'ordre chronologique ni thématique, mais à la fin de la visite, je crois que les spectateurs avaient bien compris l'univers dalinien. Et il disait, entrez dans mon cerveau.
Alors je crois que c'est un peu cette provocation, cette idée de jeu, tout à fait. Il ne voulait pas un musée conventionnel. Car rentrer dans le théâtre-musée Dali, c'est accepter de pénétrer dans un autoportrait conçu par l'artiste lui-même. Au fil des pas, le regard du visiteur, voire du spectateur, est attiré tour à tour par des tableaux, des dessins, des installations, et très vite un sentiment jaillit, celui d'être entré dans l'histoire de Dali au fil des décennies qui ont rythmé le XXe siècle. Certaines œuvres nous font investir sa conscience, son inconscient, ses rêves et ses peurs. Ici, par exemple, cette œuvre a été réalisée en 2 temps, d'abord dans les années 20, puis le bas du tableau a été ajouté en 1936. Il y a des pièces très importantes comme le spectre de Six Appeal, qui est dans cette salle très spéciale, au Violette impériale, qui l'a peigné à la maison de Coco Chanel, très près de Monaco, aux éléments énigmatiques dans un paysage. Il y a des très belles œuvres de la période surréaliste et des dernières périodes aussi. Même si le parcours n'est pas chronologique, tout a un sens, rien n'est le fruit du hasard, tout a été pensé pour nous permettre de comprendre en profondeur le travail de Dali. Clin d'œil à Velázquez qui se peignait sur ses tableaux, on retrouve Dali ici sur cette œuvre avec sa muse et amour éternel Gala, sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs un peu plus tard. Clin d'œil aussi à une personnalité bien connue chez nous, Amanda Lear, très proche de l'artiste. Elle a réalisé les œuvres visibles dans le musée. Sachez d'ailleurs que Salvador Dali repose dans ce musée à Figueres. Et quittons cette commune, direction le bord de mer. Après une heure de route assez sinueuse, car Cadaqués se mérite, la cité est le lieu de vacances de la famille de Dali, où le jeune Salvador découvre des lumières à couper le souffle. Ici, l'or du soleil et le bleu de la Méditerranée se marient chaque matin. Une promenade au fil de l'eau permet de saisir en un coup d'œil les paysages qui ont captivé l'artiste. Le parcours proposé permet ainsi de mesurer combien ces paysages de Cadaqués ont été une source d'inspiration inépuisable, des terres sur lesquelles Dali fréquente d'ailleurs les surréalistes comme André Breton, Paul Éluard et bien d'autres. Il tombe d'ailleurs amoureux de l'épouse de ce dernier, Gala, qui laisse le poète et leur fille Cécile pour consacrer sa vie à Dali. Portligat à présent. Ici, tout a été laissé en l'état. Plusieurs éléments permettent ainsi d'imaginer le quotidien de Salvador Dali aux côtés de Gala, car comme il le dira dès l'achat du premier cabanon de pêcheurs en 1929, qui constitue le premier espace de cette maison qui va évoluer jusqu'en 1972, c'est une maison pour 2 et uniquement pour 2. Du jamais vu au fil des pièces, comme ici ce miroir posé de manière à ce que de son lit, Dali puisse voir le lever du soleil et être chaque matin le premier Espagnol à voir le rayon du soleil. Un peu plus loin dans l'atelier, 2 œuvres originales n'ont pas été touchées. L'artiste était en train de peindre lorsque Gala s'éteint. Salvador Dali quittera Portligat et ne reviendra plus jamais ici jusqu'à son propre décès. Les gens qui ne connaissent pas Portligat ne peuvent pas comprendre ma peinture. Et c'est seulement après la visite de Cadaqués de Portligat qu'on peut mieux s'approcher à son œuvre. Les baraques n'avaient pas de fenêtres, alors que Dali a voulu ouvrir toutes ces fenêtres, pas seulement pour que la lumière entre à l'intérieur pour peindre, mais aussi parce qu'il faut que le paysage entre. Et pour Dali est basique. Il dit « j'ai besoin de ces rochers, de l'air, de la tramontane, pour vivre, pour peindre ». Les petites maisons de pêcheurs sont acquises au fur et à mesure, permettant à l'espace de concrétiser les idées les plus surréalistes de l'artiste. Les extérieurs ne sont pas négligés, comme en témoigne cet olivret, toujours chargé d'immortels. Et quittons le bord de mer pour regagner l'intérieur des terres et découvrir le château de Gala à Púbol, un lieu offert par son épouse Salvador, mais ici l'artiste doit être invité par Gala avec ce type de carton pour en franchir les portes. Il a acheté un château à Púbol pour Gala, pour sa dame, sa mise, il disait mon ange de l'équilibre, Gala c'était tout pour lui. Alors les châteaux je l'aime beaucoup
C'est un château scénographique dévoué à Gala, mais aussi dévoué aux dernières années de Dali. C'est dévoué à les dernières peintures de Dali, un Dali un peu ancien, malade, mais qui rêve à la peinture. Dali crée un code d'amour, un langage propre. Et l'iconographie de la monarchie fait partie de ce code. Non? Alors il invente le trône, il dessine une couronne à elle, toute l'armoirie, tout est pensé pour que tout le monde sache que c'est elle, la dame du château. Ils avaient un appartement à Monaco, ils y allaient souvent. Alors ils ont matriculé cette belle voiture, cette Cadillac. Elle a aussi une grande significance parce que Gala est morte à Portligat. Alors Dali l'a mis dans cette voiture, cette Cadillac, elle l'a amené ici parce que c'était le lieu le plus indiqué pour enterrer Gala, son épouse. Retour à Figueres pour la dernière étape de ce Focus Info consacré à Salvador Dali, une plongée dans son enfance au musée du jouet de Catalogne, qui abrite le jouet le plus aimé par l'artiste surréaliste dès son plus jeune âge, Donosito Maquina, nom que lui donnera le poète Federico García Lorca, proche de Dali. Figueres permet aussi de partir à la découverte des lieux où ont grandi Salvador Dali et sa sœur, d'abord ici, puis dans cet autre immeuble. L'appartement est occupé aujourd'hui par des propriétaires qui connaissent l'histoire de Dali par cœur. Sur le toit, ce lavoir, par exemple, a servi de véritable refuge artistique à Dali dans sa jeunesse. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? La réponse avec la météo. Vendredi, pas de plein soleil, il faudra compter sur une alternance et un jeu de cache-cache tout au long de la journée puisque des nuages sont prévus. Pas ou peu de changements samedi, dimanche sera une journée entièrement voilée. Lundi pour la Pentecôte, mauvaise nouvelle, la pluie devrait faire son apparition. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir.